Bonjour à tous, bienvenue sur RCF, il est 8h10. Voilà 3 mois que les urgences sont en grève. Parti de Paris, le mouvement s'est généralisé dans toute la France. Et aujourd'hui, c'est une centaine de services qui participent au mouvement. Il y a une semaine, la ministre de la Santé a annoncé une rallonge de 70 millions d'euros pour le personnel urgentiste et les services d'urgence en difficulté. Mais rien n'y fait, le mouvement ne retombe pas, les revendications sur les effectifs, les moyens, le refus de fermeture sont toujours là et le personnel toujours à cran. Et puis d'ailleurs, une grande manifestation est prévue pour lundi prochain. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les urgences et peut-être plus largement à l'hôpital, nous recevons ce matin comme grand invité un médecin urgentiste d'un grand hôpital parisien. Bertrand Galichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Centre des médecins catholiques français. Vous êtes aussi, je l'ai dit, médecin urgentiste, responsable adjoint du service des urgences de l'hôpital Lariboisière, un service où les personnels sont en grève depuis plusieurs semaines, un service qui à l'automne dernier a connu un drame, le décès d'une patiente après plus de 12 heures sur un brancard, une mort causée, selon l'enquête judiciaire, par la saturation des urgences. Saturation des urgences, ça veut dire quoi concrètement dans votre service ? Alors si on prend l'exemple du 17 décembre, le soir où cette brave dame est arrivée, elle est arrivée à 7h du soir environ. Nous avions à ce moment-là, il se trouve que par le jeu de hasard, j'ai regardé où en était le service au moment où je suis parti ce soir-là. Il y avait 130 personnes qui étaient en attente ou en cours d'être prises en charge. 130 personnes 130 personnes. Cette femme est arrivée dans cette entropie et il y a eu toute une série d'événements qui sont enchaînés les uns derrière les autres qui ont fait que cette femme n'a pas été vue pendant la nuit et qu'elle avait été considérée comme absente, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'en vont découragés ou qui se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place. Et on l'a découverte décédée à 6h30 le matin. Voilà. Bon, je peux vous expliquer tout le problème, toutes les raisons qui ont fait que cette femme n'a pas répondu à l'appel, ou que nous ne l'avons pas trouvée, que nous avons considéré qu'elle était partie. Mais enfin, c'est symptomatique d'une difficulté que rencontrent les urgences à l'heure actuelle, qui est leur encombrement. Et l'encombrement des urgences, c'est chronique d'une difficulté annoncée, parce qu'on se trouve, les urgences sont exactement entre le marteau et l'enclume, entre les deux gros systèmes d'organisation de notre santé en France, la ville d'un côté, avec tous les acteurs de la ville, et puis la médecine de ville, c'est ça ? La médecine de ville, les spécialistes, médecins généralistes, centres de santé, voilà. Et puis les structures hospitalières, ou les institutions recevant des patients sur le long terme. Donc en fait, vous êtes un peu l'interface. On est à l'interface. Et donc, nous savons tous que le système est en train de se crisper. Et donc, il était évident que c'est au niveau des urgences que les choses vont se passer. Et c'est une chose que nous savons depuis longtemps. C'est un élément sur lequel on avertit les autorités. Il va y avoir une fracture et c'est ce qui s'est passé. Je suis pas loin de penser que l'hôpital est probablement, si un jour il doit y avoir des mouvements sociaux importants, ça va partir de là. C'est à partir de l'hôpital que ça va partir. Pour une raison bien simple, c'est que l'hôpital est un des lieux de notre société où la question de sens se pose avec le plus d'acuité. Et on est sur des questions de sens. La justice est probablement dans les mêmes dispositions, d'accord ? Donc voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler dans les urgences n'a plus de sens ? Ou c'est en train de perdre son sens ? C'est-à-dire que non, ça a du sens. Les gens qui y travaillent le font ça avec ce qui peut rester encore avec un mot qui est un peu vieux jeu, mais avec une vocation. Et l'organisation du système, la nécessité d'une rentabilité, les contraintes financières, les contraintes organisationnelles, les protocoles juridiques, enfin je vous en passe des meilleurs, font que la question du sens est de plus en plus aiguë. Bertrand Galichon, ça fait des années que vous travaillez aux urgences. Est-ce que vous avez souvenir, est-ce que vous pouvez dater le moment où ça a commencé vraiment à se dégrader, à basculer ? Non. Ça s'est fait du tout. insidieusement, petit à petit ? Ça s'est fait de façon tout à fait
insensible. Petit à petit, les choses glissent. On voit bien que les pratiques de la ville d'une part, de l'hôpital d'autre part, glissent. Et ça s'est fait de façon imperceptible, mais de façon constante. Concrètement, comment on fait quand on a, comme vous nous l'avez dit, 120 personnes qui attendent, soit pour un clou dans le doigt, soit pour un problème beaucoup plus grave? Comment on fait le tri Alors, Je crois que vous avez une organisation qui est particulièrement efficace pourtant à la Rivoisière. Oui. Alors, la question, c'est le tri. Voilà. Il faut bien évaluer. On a 5 minutes. Voilà. Pour évaluer la demande d'un patient, son état physique, psychique et les risques de décompensation que le patient peut présenter. Et ce tri, donc, il est fait de façon tout à fait. En premier lieu, l'état du patient lui-même, et ensuite, deuxième considération, l'état du service. Où sont les zones d'encombrement dans le service? Qu'est-ce qu'on va pouvoir... vers où allons-nous pouvoir diriger ce patient ou cette patiente? C'est-à-dire qu'il y a des patients qui, certains soirs, pourront être admis et d'autres soirs ne seront pas admis pour la même pathologie. Non, pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait ça. Ils seront admis de toutes les manières, mais les modalités de prise en charge risquent peut-être de changer en fonction du niveau d'encombrement du service. Voilà. Et puis la question, c'est de savoir comment valoriser ce temps d'attente du patient, comment on va gérer la douleur, par exemple, de ce patient, en attendant qu'il soit pris en charge, quels examens complémentaires peuvent commencer à être proposés en attendant qu'il soit pris en charge. Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui sont derrière, et des questions sur lesquelles nous travaillons tous, services d'urgence confondus. On travaille sur cette question en permanence, essayer d'adapter nos modalités de fonctionnement en fonction du service, de l'environnement du service, du plateau technique de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on sacrifie dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on sacrifie quand on n'est pas assez nombreux ou face à trop de patients? Qu'est-ce qu'on sacrifie? On propose aux gens qui viennent aux urgences pour des raisons qui ne relèvent pas des urgences de repasser plus tard, d'attendre de voir leur médecin le lendemain, de les rassurer. Voilà. Finalement, c'est la question de la mission des urgences. À quoi servent les urgences? Alors, les urgences, normalement, doivent répondre aux urgences. Il y a quelques années, nous sommes devenus des services d'accueil et d'urgence parce que la montée des gens, du nombre de personnes qui venaient aux urgences pour des motifs non urgents. On parle de bobologie? On parle de bobologie, mais alors certains disent on peut parler de bobologie qu'a posteriori, une fois qu'on a vu le patient. Soit, mais il y a quand même des gens dont on sait très bien qu'ils viennent pour des raisons qui ne sont pas urgentes. Donc on revoit tous nos procédures en permanence, quoi. Elles sont revues en permanence en fonction des qualités des hommes et des femmes qui travaillent dans les urgences. Enfin voilà. Météo France nous annonce une semaine de canicule. C'est un phénomène qui vous inquiète pour votre service d'urgence? Pas dans les jours immédiats, mais peut-être qu'en fin de semaine, ça risque de poser un souci, oui. Encore plus de personnes vont affluer. Et vous êtes préparé ou Alors, on est préparé. On verra en fonction de l'évolution de l'affluence aux urgences sur les 2-3 prochains jours, voir si on va augmenter encore les équipes. Mais on ne va pas pouvoir les augmenter infiniment. Voilà. Bertrand Galichon, je le disais en introduction, depuis 3 mois... ça râle, ça proteste, ça manifeste, ça fait grève, ça se met en arrêt maladie dans les urgences. Comment vont vos équipiers? Comment vont nos équipiers? Finalement, je trouve qu'ils vont pas trop mal. Voilà. C'est de la provoque, non? Non, c'est pas de la provoque. Non, je trouve qu'ils vont pas trop mal parce qu'en fait, ils restent sur des postures très... comment vous dire, assez essentiel. Responsable. Alors, j'aurais quand même quelques... Vous n'êtes pas vous-même gréviste? Non, je ne suis pas gréviste pour une raison bien simple, c'est que c'est simplement le personnel paramédical qui est gréviste.
Vous soutenez ce mouvement ou vous êtes critique ? Au départ, moi j'étais tout à fait pour ce mouvement en disant qu'il est important parce qu'il révèle les dysfonctionnements de notre système de santé en bloc. Ceci étant dit, les urgences, c'est une équipe qui travaille, une équipe qui intéresse tous les métiers qui travaillent dans le service des urgences. On détaille un peu les différents métiers ? Alors les différents métiers, c'est la secrétaire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. C'est très important. Les gens du service de nettoyage, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, chefs de service, tout le monde est concerné par la question. Ils sont tous concernés par l'encombrement des urgences. Tous concernés. Et là, c'est un mouvement qui ne concerne qu'une seule catégorie de personnel, c'est ça ? Alors pour des raisons stratégiques que je n'ai pas très bien comprises, le mouvement n'intéresse que les paramédicaux, alors que je pensais qu'il fallait que ce soit l'ensemble du personnel qui se mobilise. Donc ça met une dichotomie entre médecins, ça clive un peu entre médecins et paramédicaux. Deuxième réflexion sur ce mouvement et que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est l'arrêt de maladie. C'est pas sérieux quand on est personnel médical ? Alors on peut estimer que c'est le dernier recours possible et tout. Je ne suis pas entièrement d'accord. Il y avait peut-être d'autres actions à mener sur le plan syndical que celle-là. Mais en plus de ça... Justement, c'est hors syndicat, ce mouvement. Oui. Et alors, je trouve que c'est dommage parce que ça instrumentalise l'acte médical. Je vais voir mon médecin, il va me coller un arrêt de travail, et puis voilà. Enfin bon, je ne vous fais pas de dessin. Je trouve pas ça bien. On aurait peut-être pu imaginer d'autres façons d'agir que celle-là. La ministre a proposé 70 millions. Rien ne bouge. C'est une somme dérisoire ou ce n'est pas qu'une question d'argent ? Alors c'est dérisoire par rapport au sujet, enfin à l'importance du sujet. Il y a des services qui sont dans de grandes difficultés et c'est pas à coup de millions que les choses vont se régler. Et d'autre part, je le redis, je le répète, ce mouvement social est le reflet d'une difficulté d'un système dans sa globalité. Et donc il faut repenser, tout remettre à plat. Remettre à plat, peut-être éventuellement renverser la table, mais il faut tout revoir. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a tout mis à plat dans le système ? Qu'est-ce qui tout déconstruit ? C'est la tarification à l'acte, c'est ça ? Alors la T2A, certainement. T2A, tarification à l'acte. Pardon. C'est-à-dire qu'on est payé en fonction des actes. En fonction des actes et des actes faits, et avec des incidences pratiques. Il se trouve que nous, à la Riboisière, la grande précarité, c'est notre sujet. On a une proportion extrêmement importante de la population recueillie, qui est une population jeune et qui est une population qui a bénéficié au moins d'un minimal social et donc considérée comme précaire à cet égard. On reçoit des sans domicile fixe, des grands exclus avec des problèmes d'alcool et des accidents dus à l'alcool comme des hépatites alcooliques, des gens qui souvent doivent être mis en réanimation. Et ça, c'est pas rentable pour un hôpital ? Il faudrait qu'encore ils puissent être admis en réanimation, ce qui n'est pas le cas. Parce que la réanimation coûte cher, le bénéfice gagné va être nul parce que la personne va se retrouver à la rue et va continuer à boire. Voilà. Et puis cette personne-là, on va la mettre, on va la laisser dans un service de médecine. Mais le service de médecine ne veut pas accepter ce patient parce que il est trop fragile, trop précaire dans sa situation médicale. La perte de sens, elle est là aussi ? Et la perte de sens, elle est là aussi. Et donc ces patients-là vont rester 15 jours, 3 semaines aux urgences, au fameux service porte. Et finalement, comme ils ne sont pas entièrement stupides, ils se rendent compte qu'on ne fait rien pour eux. Donc ils vont partir. Voilà un exemple tout bête. Donc à la Riboisière, on essaie de mettre en place toute une façon de faire sur la prise en charge de tous ces grands précaires qui sont... Mais il faut vraiment... Il ne s'agit pas de réparer les urgences, il faut vraiment repenser tout le système hospitalier. À mon avis, il faut repenser tout le système. Et si la T2A a eu de bons résultats sur, par exemple, toutes les activités chirurgicales, en médecine, c'est pas possible. Les soins palliatifs ne sont pas... Voilà.
Avant de vous laisser repartir, Bertrand Galichon, parce que je crois qu'il y a du travail qui vous attend, je voudrais qu'on évoque le cas de Vincent Lambert. On est là bien loin des urgences, après plus de 10 ans d'enchèrements familiaux pour savoir ce qu'il faut ou pas arrêter l'alimentation et l'hydratation de ce patient. La Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire française, doit se prononcer aujourd'hui sur l'avis de la Cour d'appel du 20 mai dernier qui avait ordonné la reprise de l'alimentation et de l'hydratation, arrêtée le matin même par l'équipe. Comme médecin urgentiste, comment vous regardez cette situation ? Alors moi je trouve que la situation de Vincent Lambert est dramatique parce que c'est le bout du bout, en fait. Alors je laisse de côté les histoires familiales. Mais cette histoire nous renvoie à nos responsabilités, tous, qui que nous soyons. Les médecins en premier, ne sommes-nous pas allés trop loin dans la réanimation de Vincent Lambert juste après son accident ? Bon, c'est une question éternelle, mais on commence à avoir des outils pour avoir des éléments pronostiques sur les fonctions cérébrales. Le législateur, le juriste. Le législateur, il se trouve que quand il y a eu la révision de la loi Leonetti, qui est devenue Claes-Leonetti, j'avais posé la question au Parlement, députés et sénateurs, de savoir qui était la personne de confiance par défaut. On voit bien que dans l'histoire de Vincent Lambert, c'est l'histoire de la personne de confiance qui est en jeu, premièrement, avant les déclarations d'intention. Voilà. Et Bertrand Galichon, comme médecin chrétien, pour terminer, qu'est-ce que vous pose cette affaire ? Alors, que faisons-nous pour Vincent Lambert ? Est-ce que nous soignons Vincent Lambert ou bien nous soignons nos bonnes ou mauvaises consciences ? La question se pose dans ces termes-là. Est-ce qu'il est cohérent, est-ce que ça a du sens de rajouter des jours à une vie qui sera de toutes les manières végétative et de façon définitive ? Ce qui nous pose, comme chrétiens, la question sur notre foi. Qu'est-ce qu'une vie ? D'accord ? Et je ne suis pas convaincu qu'une vie, ça soit simplement un cœur qui bat. Merci beaucoup Bertrand Galichon d'avoir été le grand invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du Centre des médecins catholiques français. Vous êtes aussi médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière. Merci beaucoup.